Collègues, il est 17 heures. Le conseil municipal du 20 février peut démarrer. Je voudrais tout d'abord féliciter, regardez un peu s'il est aux commandes, Samuel pour la naissance de son petit Théo. Pour un... Arrêtez d'applaudir, c'est pas lui qui l'a fait. Si, on a la preuve que c'est lui qui l'a fait parce que le petit Théo est venu au monde à 17h32 et en bon fonctionnaire, à 30, il sort. Voilà. Et malheureusement, les condoléances pour Monsieur Yves Després ainsi que Mireille Dénicu qui travaille à la bibliothèque pour malheureusement la perte de leur maman. Afin de permettre d'ouvrir la séance, donc on va désigner notre secrétaire de séance. Je propose Caroline parce que c'est elle qui dépense le plus dans le robe, dans le cimetière. Madame Watley, voudriez-vous faire s'il vous plaît l'appel et constater qu'il y a le quorum physique? Monsieur Guy Bustin. Non. Madame Caroline Di Cristina. Monsieur David Bustin. Madame Fabienne Delcourt. Madame Louisette Maximovic. Monsieur Didier Simon. Monsieur Jean-François Smith. Monsieur Serge Fort. Monsieur Joël Sider. Monsieur Bernard Liégeois. Monsieur Tadej Maximovic. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Richard Zimaniac. Monsieur Jean-Luc Abrica. Madame Martine Cherquefosse. Absente procuration à Monsieur Serge Fort. Monsieur Jean-Luc Houbard. Absent procuration à Monsieur David Bustin. Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Éric Philomètre. Absent procuration à Madame Fabienne Delcourt. Madame Sylvie Vachoviac. Madame Isabelle Kowalski. Absente procuration à Madame Ghislaine Salingue. Madame Ghislaine Salingue. Madame Myriam Machuel. Absente procuration à Monsieur Jean-François Smith. Madame Laura Quiessien. Madame Ludwig Adeline. Absente procuration à Monsieur Joël Sider. Madame Émilie Tourbet. Absente procuration à Madame Caroline Di Cristina. Bien, le quorum physique est atteint. Oui. Oui, il est plus qu'atteint. Vite fait, des nouvelles de Sylvie Vachoviac. Je crois qu'elle n'a pas pu remplir ses documents parce que c'est aujourd'hui ou demain qu'elle a une greffe qui va lui permettre de stocker de manière sereine et revenir parmi nous. Je le souhaite au plus vite possible, mais je crois qu'elle en a pour 6 semaines sans pouvoir voir d'autres personnes pour être immunisées. Voilà, bien. Il y a un point supplémentaire qui est sur table, une délibération accordant la protection fonctionnelle aux agents de police municipale. Il n'y a pas d'inconvénient. Je vous remercie, on y viendra dans le déroulé tout à l'heure. Adoption du compte-rendu du 14 décembre qui a été annexé à votre dossier. Il n'y a pas d'observation. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Présentation du rapport annuel d'activité du CIDEGAV. Le CIDEGAV, c'est électricité et gaz, pas dans le même tuyau. Non. Notre délégué est M. Bernard Liégeois. Bernard, tu as la parole. Alors, il s'agit de l'exercice, donc le rapport d'activité 2016, le syndicat intercommunal de distribution d'énergie électrique et de gaz pour l'arrondissement de Valenciennes. Le syndicat a été créé en 1970, son siège était situé en mairie d'Anzin. Il regroupe 82 communes de l'arrondissement de Valenciennes pour une population totale de 350 000 habitants. Le syndicat regroupe 82 communes de l'arrondissement de Valenciennes et perçoit des redevances versées par les concessionnaires des réseaux d'électricité et de gaz liés aux travaux d'investissement réalisés sur le territoire du syndicat. Cette participation permet aussi de GAV de subventionner à 40% les travaux d'enfouissement engagés par les
communes membres. Depuis novembre 2007, le SIDEGAV est devenu maître d'œuvre des travaux d'enfouissement des réseaux électriques en lieu et place d'EDF. Son président actuel, Pierre-Michel Bernard, est maire d'Anzin. Alors, ce qui nous concerne surtout, les communes, c'est l'article 8 de la concession qui prévoit une somme de 220 000 euros hors taxe qu'on essaye à chaque année de remonter, mais qu'on a beaucoup de difficultés à obtenir. Donc c'est la participation de l'ERDF à hauteur de 40% des travaux d'esthétisme du réseau de distribution électrique. Les communes prenant en charge les 60% qui restent. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites des travaux, vous enfouissez une ligne quelque part. À partir du moment où on a, nous, la possibilité d'investir 60% de cette somme, le syndicat nous verse les 40% qui manquent, via cette somme qui est de maximum de 420 000 euros hors taxe. Et non, c'est pas beaucoup. Chaque année, on essaye de la remonter, mais voilà. Donc, alors, les travaux réalisés en 2016, pas de travaux d'esthétisme réalisés sur la commune de Vieux-Condé. Donc, nous n'avons pas été concernés cette année-là. Les communes concernées en 2016 dans le cadre de l'article 8 de la concession sont Abson, Bruay, Onin, Petite Forêt et Tri-Saint-Léger, pour un montant de 550 000 euros hors taxe et la participation du SIDEGAV fixée à 220 000 euros. C'est-à-dire, on s'arrange toujours pour essayer de forcer les communes à faire leurs travaux pour consommer ces 220 000 euros chaque fois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Dans le cadre de la reprise du syndicat de maître d'ouvrage d'esthétisme de réseau, marché passé avec la société Satellite Polarisation auprès des 82 communes, d'études et de travaux portant sur les lignes basse et haute tension, les postes de transformation, le renforcement, l'effacement du réseau et les branchements. Dans le cadre de la perception de la taxe de la consommation finale d'électricité, on entend souvent parler dans les petites communes de TCFE, c'est en lieu et place des communes de moins de 2000 habitants. Reversement de 90% de cette TCFE aux communes de moins de 2000 habitants. Voilà, le SIDEGAV, dont le siège est situé en mairie d'Anzin, dispose de mobilier, d'un véhicule dédié, pour une valeur globale estimée à 30 788 euros. Le personnel du SIDEGAV se compose de 3 agents en charge du secrétariat et de la comptabilité. Voilà, merci. Vous avez des questions à poser sur ça? C'est un vieux syndicat qui a été créé du temps d'entre parents, avec Marc Caron et M. Jamel Ali Touali comme trésorier secrétaire. Voilà. Bien, donc s'il n'y a plus de questions, on va quand même voter ce rapport que Bernard nous a fait. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Nomination des délégués représentés au comité syndical du SIAV. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'y reviens, j'y suis passé. Il y avait une réunion avec les techniciens pour faire connaissance avec les autres communes. Je vous rappelle, les communes qui sont rattachées à partir du 1er janvier, c'est Rennes, Condé, Vieux-Condé et Copon repartant, lui, sur sa PHN et Aussiard qui avait besoin que de deux délégués, 3 délégués, 2 délégués, un suppléant. Là, c'est 3 délégués titulaires et 2 suppléants. Donc, comme on l'a fait déjà en réunion préparatoire, les 3 délégués sont votre serviteur, parce que je suis sortant du SIARC et je ferai la passerelle entre les projets en cours SIARC et SIAB. Ensuite, il y a M. Maximovic, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que lui aussi faisait partie du SIARC. Et ensuite, David Bustin, qui, sa fonction va prendre plus d'importance au sein du SIARC, étant donné qu'on va avoir une politique de territoire, et comme c'est lui qui est chargé de sa vice-présidence à l'AGLO, ce sera une passerelle qui nous permettra d'accéder à l'AGLO. En ce qui concerne les suppléants, ce sera donc Joël Sider. Pourquoi? Parce que Joël fait partie du SEV, du syndicat des eaux du Valenciennois, et dans un futur proche, éventuellement, on sera concerné dans le cadre des regroupements des politiques de l'eau et des déchets en général, ainsi que Didier Simon, compte tenu du fait que les réseaux d'eau sont concernés par son ancien job de pompier. Voilà. Avez-vous des observations? S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie pour cette nouvelle charge. Pour information, ce sera Madame la première adjointe qui participera à la première réunion. Elle va se faire payer un robe. Pour une femme, c'est bien d'avoir une deuxième robe.
qui a lieu quand la réunion? Jeudi soir à 18h30. La réunion du SIAM, c'est toujours 18h30 dans les locaux de Marly. Voilà. Avenant de la convention civile avec la Fédération départementale de pêche 59. Donc, vous vous souvenez, depuis le 1er janvier 2018, la gestion du JAR a été reprise par la Fédération de pêche 59. Et nous avons eu une lettre de cessation d'activité des gueules noires en ce qui concerne la garde d'eau. Nous avons rencontré un monsieur qui a un nom qui est vraiment prédestiné, monsieur Larivière, qui s'occupe de l'eau. Et ce dernier nous a proposé, en l'absence de toute reprise, vu qu'il n'y avait plus du tout de personnes qui voulaient reprendre les gueules noires, de le reprendre ce plan d'eau qui est un havre de paix en complément. Donc, ce que je vous demande, c'est l'autorisation d'incorporer aujourd'hui le site de la garde d'eau dans la convention initiale que nous avions avec le JAR. Y a-t-il des questions? Nous l'avons déjà abordé à plusieurs reprises. Comme ça, la Fédé de pêche la reprendra. Et si elle trouve sur le plan local une association, elle pourra bien évidemment la gérer. On en a discuté déjà. Richard, qui est un sacré habitué, il émane un avis favorable. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors, le point supplémentaire, c'est le point que vous avez sur table. Alors, ce point supplémentaire, c'est des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Protection fonctionnelle aux agents de la police municipale, des policiers municipaux. Vous avez ce document sur table sous forme de projet, bien évidemment, tant qu'on ne l'a pas voté. C'est portant droit et obligation à des fonctionnaires qui bénéficient dans le cadre du Code général des collectivités territoriales. L'administration est tenue d'assurer la protection de ses agents ainsi que celle des élus. Je reviendrai simplement pour mémoire sur deux dossiers. Un dossier où j'ai été moi-même menacé de mort ou de différentes choses. On a donc eu la protection de la protection fonctionnelle. Dernièrement, nos policiers municipaux ont été aussi l'absence de menaces de mort. Là, c'est pour ça qu'on vous demande de faire acte de protection fonctionnelle accordé aux agents de police municipaux, mais ça peut être le cas pour un élu ou pour un salarié, un fonctionnaire de la collectivité. Pour information, j'ai téléphoné à M. Forte tout à l'heure pour le prévenir que Madame la directrice de l'école maternelle Joliot-Curie, qui elle aussi a été l'objet de menaces, bénéficiera de par M. Sade, l'inspection d'académie, de cette même protection, mais non pas une collectivité, mais une mairie, l'éducation nationale, du fait qu'elle est fonctionnaire. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voter de manière annuelle et qu'on est voté au cas par cas de la déclencher. C'est simplement pour ça qu'elle arrive sur table. Comptabilité, finance. Donc, débat d'orientation budgétaire. Pour vous, mesdames et messieurs, et pour nos amis youtubeurs, comme on dit, je vais faire une déclaration sur le préambule du ROB 2018. Alors, ce ROB se déroule dans un contexte économique national qui n'a pas beaucoup connu d'amélioration notable, où les finances publiques sont toujours sous tension, vous le voyez à travers la presse et puis la télévision, et malgré les baisses drastiques et continues des dotations de l'État, nous allons vous proposer un budget 2018 stable, un budget de fonctionnement stable par rapport au budget 2017. À travers une gestion financière saine, nous faisons ressortir une nouvelle fois une épargne brute.
Je le répète, dans un contexte particulièrement difficile pour l'ensemble des collectivités territoriales, il n'y a pas que Vieux-Condé, les 36 600 communes sont dans ces difficultés. Notre gestion financière saine et rigoureuse nous permet d'envisager quand même l'avenir avec sérénité. Après avoir imposé une baisse, écoutez bien, une baisse de recettes de 11,5 milliards d'euros sur 4 ans, l'État contraint désormais les collectivités à des économies de 13 milliards d'euros sur la période 2018-2022. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour le quinquennat prévoit en effet pour chaque année, et là j'attire votre attention, une évolution plafond des dépenses de fonctionnement de 1,2%. Donc ça veut dire que nous sommes plafonnés sur une évolution de nos dépenses et ensuite à une réduction de notre endettement global de 2 milliards 6 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités, bien évidemment. Le problème, c'est que sans plus de précision, les collectivités sont informées qu'en cas de non-respect de contraintes, des contraintes précitées, elles seront sanctionnées par une diminution de leur dotation, par une reprise financière et pour les collectivités entrant dans le champ de contractualisation avec l'État. Aujourd'hui, ce n'est pas notre cas, mais ce sera notre cas demain. C'est ce que j'appelle, en ma qualité d'ancien assureur, un genre de bonus-malus. Si nous n'avons pas respecté une des deux clauses, eh bien nous serons pénalisés avec vraisemblablement une retenue à la source. Je rappelle que la dotation globale de fonctionnement a diminué pour Vieux-Condé de 2013 à 2017 de 713 000 euros. 713 000 euros, c'est quand même une somme qui représente 10% de la masse salariale. C'est bien ça? C'est ça exactement. Ça représente 10% de notre masse salariale. Nous sommes très loin, mais alors très loin du respect de nos habitants, du service public qu'on doit à nos Vieux-Condéennes et nos Vieux-Condéens. L'État nous contraint à faire place maintenant à une pure logique comptable. Autrement dit, si nous avions des besoins nouveaux, des besoins que nous avions l'intention de mettre en œuvre, on serait d'abord obligé de regarder si la contrainte, la logique comptable nous le permet. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, est grave et qui va s'aggraver au fur et à mesure des années. De plus, malgré l'augmentation des prix des fluides, vous l'avez tous constaté dans vos ménages, des contrats d'entretien, de maintenance et autres, la gestion du personnel de la ville ne se fera pas au détriment des services que nous devons apporter aux habitants. Et ce, notamment grâce aux réflexions conduites depuis notre arrivée en avril 2014 sur des organisations nouvelles, un rythme de travail tout à fait récent qu'on a mis en œuvre depuis le début de ce mois, le 7 ou le 8, je crois, le 8 février, et surtout une mutualisation des services mis en œuvre grâce à Valenciennes Métropole et bien sûr avec nos services qui participent de manière active à ces mutations que nous allons avoir. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut rester calme, passif. Il faut absolument qu'on soit vigilant et qu'on favorise, surtout favoriser l'attractivité de notre ville. On l'a vu en repassant à 10 300 habitants. Alors, parlons aussi de la réforme de la taxe d'habitation qui est engagée. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Mais elle ne touchera pas pour l'instant, elle touchera, que pour l'instant l'État. Effectivement, l'État procédera par dégrèvement et non pas par exonération, c'est-à-dire que ce que nous aurions dû percevoir, nous allons le percevoir. Par contre, l'État, lui, ne le percevra pas, et croyez-moi, il trouvera quand même une solution pour réparer ça. Nous devons donc être vigilants, veiller à ce que la prise en charge des dégrèvements de l'État ne se transforme pas en une exonération, dont la compensation s'étiolera avec le temps, comme on l'a vécu du temps de la taxe professionnelle. Sauf erreur de ma part, Sylvain, c'était du temps de PSK, qui était ministre des Finances à l'époque. La taxe d'habitation, la taxe professionnelle, on avait enlevé l'investissement pour l'outil de travail dans l'assiette de cotisation. Et puis, ça s'est étiolé. La première année, ça a été, et les autres années, ça a complètement disparu. Donc,
mes chers collègues, aujourd'hui, nous sommes dans l'intérêt général du service public. Pour conclure, vous avez nos orientations budgétaires, on y a tous travaillé à plusieurs reprises. Vous connaissez notre esprit, le sens de nos actions, rationalisation et optimisation de notre budget avec force et vigueur. Je vous remercie de votre attention et je vous précise que le rapport d'orientation budgétaire pour vous, messieurs, dames, est un document public qui sera publié sous quinzaine, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse le yo-yo avec la sous-préfecture et qu'il nous revienne sous quinzaine sur le site de la ville, comme le prévoit la réglementation en vigueur. Donc, vous aurez connaissance de ce document qui, même pour les néophytes, est quand même quelque chose d'intéressant à lire. Voilà ce que je voulais vous dire. Avez-vous des précisions sur ce document? C'est une déclaration de politique générale, comme on dit, il n'y a pas de vote, c'est simplement, on votera après le débat d'orientation budgétaire. Avant, nous n'avions pas à voter le débat, et aujourd'hui, nous devons le voter simplement pour apporter preuve que nous en avions discuté, que vous aviez été informés et que nous en avions bien évidemment débattu. Alors, sur ce ROB, je vais vous donner plusieurs orientations. Les éléments essentiels du rapport d'orientation budgétaire 2018 reprend les prévisions de recettes qu'on ne connaît pas encore. Autrement dit, les recettes nous sont généralement notifiées du fait qu'il n'y a pas d'élection au mois de mars-avril. Entre le 15 mars et le 15 avril, on aura exactement les recettes, les produits attendus, les dotations attendues, mais on ne les a pas encore. Et on vous fera part aussi de nos intentions de dépenses qui seront éventuellement revues à la baisse en fonction des produits attendus en recettes, bien évidemment. Les recettes sont estimées de manière relativement stable par rapport à 2017. C'est toujours comme ça qu'on travaille. Par contre, de 2018 à 2019, compte tenu de la loi de finances qui sera votée fin 2018, on s'attend quand même à des restrictions encore drastiques sur nos produits attendus. Avec néanmoins une diminution sur les recettes de l'État, diminution des financements des contrats aidés, tout le monde en a entendu parler, les contrats aidés malheureusement, et fin du financement pour les temps d'accueil périscolaires. Le chapitre des dotations et participations diverses devrait, elle, par contre, on en est certain, parce qu'il y a eu déjà des textes et des intentions qui nous ont été transmises, diminuer d'environ 142 000 € par rapport à 2017. Les recettes fiscales intègrent aussi une évolution des bases prévisionnelles de 1,24%. Alors, une petite précision qu'on discutait ce matin avec Mme Wathelet. Alors, je relis. Les recettes fiscales intègrent une évolution des bases prévisionnelles de 1,24 selon l'inflation constatée de novembre 2007 à novembre 2017. Pour ceux qui ont lu les journaux financiers ou écouté les informations, il parlait d'une évolution des bases de 0,87. Mais la modification des textes oblige à faire de novembre 2016 à novembre 2017 le taux d'inflation reconnu donc au 30 novembre 2017. Ça veut dire que sur une taxe d'habitation, en haut à gauche, on a le montant des bases imposables. Ceux-ci auront une évolution idem à l'inflation, donc 1,24 et non pas 0,87. La réforme de la taxe d'habitation ne doit pas nous impacter les ressources de la commune, puisque, comme je l'ai dit en préambule, elles sont prises en charge par l'État à travers un dégrèvement, et non pas une exonération à travers des dégrèvements. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, elles doivent être maîtrisées, malgré une augmentation prévisionnelle de la masse salariale à la suite de la réorganisation des services. Alors, pourquoi la masse salariale a augmenté? Elle a augmenté de très peu, à peu près de 14 000 € à peu près. Combien? 100 000? À peu près 100 000 € sur 7 millions d'euros, 100 000 €. Tout simplement parce que, comme d'habitude, l'État
a la mauvaise habitude de nous transférer des charges, mais seulement il oublie de les compenser. C'est-à-dire, on doit répondre aux besoins de la population et aux obligations réglementaires. Réalisation des cartes d'identité avec les passeports maintenant. Les PAX, messieurs, dames, si vous voulez vous paxer, profitez-en. Maintenant, c'est la mairie qui le font à titre gratuit, d'ailleurs, c'est ça, gratuit. Et aussi la rectification des actes d'état civil. C'est-à-dire, maintenant, quelqu'un qui veut changer de nom, eh bien, ou de prénom, il peut venir en mairie. Avant, c'était le tribunal qui instruisait les dossiers. Eh bien, maintenant, c'est la collectivité qui le fait. Autrement dit, transfert de charges sans compensation financière du temps passé par le personnel, ces stages, le matériel, l'outil informatique, la formation, et la formation sur des choses qui sont très importantes avec ce qu'on vit actuellement. Les gens qui piquent les identités, vous voyez donc les passeports, l'importance que ça prend, et puis la rectification des actes d'état civil. Les dépenses donc réelles de fonctionnement, on les a calculées pour l'instant, on les a estimées à 11 445 000 euros. C'est une estimation. Maintenant, on attend avec impatience, en particulier Mme Moitelet, qui va nous tomber dans l'escarcelle. Depuis plusieurs années, la rationalisation des dépenses courantes, vous le savez bien, c'est une réelle volonté qui passe par la responsabilisation, la sensibilisation de chacun, et puis aussi, à notre niveau, la mutualisation de certains achats. Cette maîtrise des dépenses, aujourd'hui, permet à la collectivité de dégager un autofinancement, lui permettant de financer une partie de ses investissements, et aussi la place dans une position favorable vis-à-vis de son endettement, avec une capacité de désendettement qui permet aux financeurs de nous soutenir. Autrement dit, c'est un peu comme un particulier qui veut demander un prêt pour l'acquisition d'une habitation ou autre achat. Il doit verser une part, faire un apport personnel, et c'est à travers ça qu'une banque qui prête à une collectivité regarde si elle est endettée, si elle a les moyens déjà d'autofinancer un certain pourcentage de sa future réalisation, sinon ils ne nous accorderont pas le prêt, ou alors des prêts avec des taux qui sont vraiment dissuasifs sur la volonté de continuer à faire notre programme. Alors, dans nos grands projets, vous le savez, c'est le deuxième pôle de restauration scolaire qui sera situé entre Joliot-Curie et Pierre-Lemoine, plutôt front-à-rue de Joliot-Curie. L'aménagement du cimetière, et c'est pour ça que Caroline aujourd'hui. La réfection des voiries, parce qu'on s'aperçoit que les voiries sont dans un sale état, surtout à certains moments. L'aménagement de parking, dans le sens de sécurisation d'accès dans, par exemple, les établissements scolaires. Notre fameux PNR QAD, M. David Bussin, le premier trou, il commence dans 15 jours, dans 15 jours, un mois, un peu moins d'un mois. Et surtout, la déconstruction et la reconstruction de l'école du Mont-Perouet. Voilà, messieurs, dames, ce que je voulais vous dire sur ce ROB. Il est bien évident que lors du vote du budget, nous reviendrons vers vous, en particulier lorsque nous saurons à quel, sans jeu de mots, quelle sauce on va être bouffé. Voilà, qui conclut donc ce débat sur le ROB. Avez-vous des questions, bien que la commission de finances soit réunie, bien que nous nous ayons réunis, peut-être y a-t-il d'autres questions? Si vous n'avez pas de questions, on va passer donc au vote. Ce vote précise que nous avons fait le débat d'orientation budgétaire, que nous avons présenté au conseil municipal. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci de votre confiance. Surtout, je remercie Sylviane et ses services pour le travail qu'ils ont fait. Si vous mettez votre main sur le ROB, vous verrez, il est encore chaud. C'est pareil, maintenant on commence à voir. Voilà. Bien, le débat d'orientation budgétaire est terminé. On va donc passer aux ouvertures de crédit d'investissement. Page 7 de votre convocation.
question. On va donc, s'il y a des discussions, des précisions là-dessus, on va les faire au fur et à mesure si vous le voulez bien. Je passe le numéro de compte. Démolition de construction de la rue Loriot, impasse Kléber, Carnot, 60 000 euros. Monsieur David Bustin. Petite Précision, précision, hein. juste une précision, ce sont 3 immeubles différents, hein. N'y cherchez pas un carrefour ou un angle, c'est au même endroit. C'est juste l'ouverture de lignes de crédit et la consultation qui a été faite pour pouvoir démolir les trois logements, enfin les 3 maisons en une seule opération pour avoir un meilleur ratio qualité-prix. Bien, ça c'est fait. Ensuite, participation à la dépollution du site. Alors, pour ceux qui connaissent, rue d'Anjou et conjointement avec Partenaire Habitat. On en revient après, mais on va le développer. 13 000 euros, on peut déjà le développer. Oui, on y reviendra dans le conseil. C'est une délibération de prise en charge conjointe avec Partenaire Habitat sur la dépollution de l'ancienne barre d'immeuble qui a été rasée dans le Derrière cadre de l'église, l'ANRU. Je reviendrai en détail sur la prise en charge, mais concrètement, le terrain appartenant en partie à Partenaire et en partie à la ville, on a fait concrètement du 50-50 sur l'opération. On y reviendra tout à l'heure. Merci. Étude création de parking école maternelle du Rieux et du 8 mai, 20 000 euros. Une petite précision importante, certaines personnes, quand ils verront la vidéo, se reconnaîtront avec un sourire. C'est la création donc, du parking de l'école maternelle du Rieux. Donc, l'école du Rieux est une des écoles la plus enclavée, la plus renfermée sur elle-même, si je puis dire comme ça. Et c'est le futur. Oui, c'est ça, l'école du Rieux. C'est le futur aménagement de la zone verte qui est aujourd'hui, l'espace vert qui est aujourd'hui face à l'école pour la transformer en parking. C'est aussi l'aménagement de ce qu'on appelle la ruelle Kléber, ce qu'on préfère appeler la ruelle Kléber, c'est-à-dire la rue qui donne directement sur l'école. Son tapis d'enrobé sera refait. Et aussi un certain nombre d'aménagements de stationnement. Donc il y a un comité de pilotage qui a été fait avec une réunion qui s'est tenue il n'y a pas longtemps et une participation citoyenne très active. Quant à la rue du 8 mai 45, c'est le parking déjà existant face au dojo et à l'école de musique avec la maîtrise foncière des fonds de parcelles qui sont le long de l'école de musique qui vont nous permettre de doubler à peu près la superficie de ce parking. Donc ces terrains qui sont en cours d'acquisition. Je crois que le dernier est à la signature. Donc oui, ça va être pour bientôt. Donc là, ces crédits de 20 000 euros, ce n'est pas les travaux, hein, c'est les études de réalisation faites par des bureaux d'études pour nous dessiner nos prochains parkings, que ce soit sur l'école du Rieux ou sur la future extension du parking du 8 mai 40. Bien, ensuite, toiture du CTM, 100 000 euros. Le CTM, c'est le centre technique municipal. C'est l'ancien local pompier où on avait besoin de refaire la toiture. Donc c'est l'inscription de cette toiture. On arrive à la fin de l'opération, les châssis ont été posés, un certain nombre de travaux ont été réalisés et on va pouvoir avoir des bureaux et des ateliers décents pour nos employés qui viennent renforcer la partie administrative et espace vert, et ce qui nous permettra aussi ensuite de faire des interventions à ce qu'on appelle toujours les ateliers municipaux, qui sont un autre bâtiment pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie pour nos employés. Le CTM, c'est dans la rue du lieutenant Simon. Bien, matériel informatique, 5 000 euros. C'est pour nos acquisitions diverses et variées au cours d'une année. Mobilier, 3 000 euros. Matériel divers, 3 000 euros. Passe exprès, acquisition, mais non. Travaux de cimetière, 420 000 euros. Et acquisition d'un colobarium et de cavurnes, 20 000 euros, ce qui fait 440 000 euros à toi tout seul. Explique-moi. La mort fait partie de la vie, les copains. Alors au niveau du cimetière, c'est vrai que c'est très coûteux, mais il faut agrandir le cimetière parce que malheureusement, les vieux condéens, il faut les enterrer. Et au niveau des columbariums et des cavurnes, on est en très grande demande. Donc, déjà, il y a toute la séparation à refaire du côté de la rue Anatole France et entre le cimetière et les habitants de la rue Anatole France. Donc, il y a un mur tout le long de la rue Anatole France. Parce que auparavant, c'était juste un grillage. Et pour les habitants, c'est pas
une vue très agréable, surtout même pour leurs enfants. Et également, donc, nous agrandissons au niveau des terrains et faisons un cimetière paysager avec Oui. également des bancs en macadam pour les personnes pouvoir se La promener d'un mobilité lieu à un réduite. autre. Ouais, Hein. ouais, Et enfin. respecter aussi les personnes à mobilité réduite. Merci, Caroline. Ce cimetière, pour y être allé avec Max, on a rencontré beaucoup de personnes et ça devient un lieu de promenade, de recueillement bien évidemment, mais aussi de promenade, à tel point qu'on a remis quelques bancs et on va peut-être en remettre encore d'autres parce que quand vous allez d'un côté du cimetière à l'autre, ça fait quand même une sacrée trotte et c'est vraiment un endroit qui devient agréable à voir. Voilà. Donc là, on va voter l'ouverture des crédits d'investissement 2018. On a expliqué. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Participation financière, ça c'est traditionnel au voyage en Italie. Voyage de 6 jours en Sicile et à Pompéi. 45 € par élève, vieux condéen. Bernard, tu avais des précisions à nous apporter sur ce dossier. On se posait la question hier. Voilà. Donc on a reçu M. Brunet, hein, qui représentait donc Mme Montero et Mme Dargon, donc, Oui, qui les sont les deux deux professeurs profs. d'italien. Et donc ils organisent cette année un très très beau voyage puisqu'il se déroule 6 jours en Sicile et à Pompéi, du 22 au 27 mars. Les élèves auront la possibilité de découvrir la Sicile antique et volcanique. Nous visiterons entre autres le théâtre gréco-romain de Taormine, la vieille ville d'Ortigie et Syracuse, l'amphithéâtre de Catane, les gorges de l'Alcantara, l'Etna, célèbre volcan, les îles éoliennes volcaniques de Magnifique. Vulcano et Lipari, et le site archéologique de Pompéi. Le voyage s'effectue en avion et une fois sur place en car. Oui. Et juste pour préciser, ils partent à 26, il y a quand même 22 vieux condéens Sur les 26. sur les 26, donc c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est important. Bien, merci de cette précision. Donc, on va voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va donc passer à notre pavé de ce conseil municipal. Urbanisme, service technique, urbanisme, M. David Bustin. Convention de mandat par ténor, c'est ce qu'on parlait tout à Oui. l'heure. Pas grand-chose sur ce chapitre. On en a parlé tout à l'heure. Concrètement, c'est la suite de l'ANRU, qui date de 2008. Dans le cadre de ce programme de réhabilitation, il y a eu une démolition, enfin beaucoup de démolitions, mais en l'occurrence, ça concerne la barre qui était résidence, qu'on appelait résidence d'Anjou, donc rue d'Anjou, en 2012 par Partenor Habitat. Une cuve de fioul enterrée avait été découverte. Ça avait été dépollué, retiré en février 2013. Ensuite, nous sommes sur une programmation d'accession à la propriété, donc sur le même endroit, sur la parcelle que vous connaissez aujourd'hui et qui n'est pas construite pour l'instant. Donc pour situer, on est rue d'Anjou, on est en face à peu près entre la Maison pour tous et la salle Germinal. C'est le début de la rue Normandie, hein, pour situer pour tout le monde. Alors je ne vais pas vous donner les parcelles cadastrées parce que c'est jamais très parlant, mais la superficie des terrains, c'est quand même 6500 mètres carrés. Et l'objectif, c'est que la Foncière Logement, qui est le futur promoteur, puisse construire des logements sur ce site. Bien évidemment, ils ont fait une étude de sol et il s'est révélé que suite à cette étude de sol, on avait deux présences de pollution. Une pollution de gaz avec un dépassement du seuil réglementaire à une profondeur de 2 mètres et une pollution au chrome au droit d'un des sondages. Donc il y a plusieurs sondages qui ont été faits, bien évidemment, et un des sondages a révélé du chrome. Donc la volonté, ça a été bien évidemment de la Foncière Logement de nous demander, et c'est une obligation bien évidemment réglementaire, du propriétaire du site, avant de le céder à la Foncière Logement pour son opération, de dépolluer le site. Coût de l'opération de démolition, alors je ne vais pas rentrer dans les différentes phases, mais le coût global est de 18 885 € et 60 centimes, donc le coût global de la dépollution. Et comme on l'a dit tout à l'heure en avant-propos, la proposition qui a été faite, c'est de faire 50-50 entre Partenor qui avait une partie de cette parcelle et la ville qui avait l'autre partie de cette parcelle, puisque la pollution ne s'arrête pas à une parcelle ou une clôture ou quoi que ce soit.
et donc d'autoriser Monsieur le maire à prendre en charge les 50% du coût de réalisation des travaux, c'est-à-dire très exactement 9 442,80 € TTC. Merci. Donc ça, c'est le développement de ce qu'on avait déjà abordé tout à l'heure, mais il faut le voter. Ce qui veut donc dire qu'après la phase de dépollution, nous allons rentrer dans la phase de cession du terrain et que nous aurons la possibilité, alors on attend les derniers plans, mais on devrait potentiellement avoir entre 10, alors je pèse mes mots parce que selon la taille des parcelles, mais entre 10 et 12 logements de qualité en accession à la propriété sur ce site. C'est quand même assez révélateur de la mise en valeur de ce site et surtout de cette zone qui était restée un petit peu en point d'interrogation par rapport à toute la requalification. Donc il sera enfin dépollué et avec une vraie opération immobilière. Et avec, ça nous évitera les inquiétudes avec les gens du voyage. Enfin, voilà, merci David. Donc on va le voter malgré qu'on l'a déjà vu auparavant. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien je vous remercie. On va donc paver un passé. Non, on va passer à un pavé. Donc parle-nous de Paris-Roubaix. Caroline, ressources humaines. Donc, il y a 1, 2, 3 points. Alors, premier point, formation à l'organigramme. Cyril. Alors, cette formation est pour permettre à un agent Alors, Cyril, arrivé... pour expliquer, parce que chaque fois on rigole en réunion, Cyril, c'est pas le prénom d'un employé. Non, c'est le prénom du logiciel, du groupe. De la société, du groupe. Voilà. C'est le groupe Cyril. Donc, cette formation est donc pour un agent arrivé au service RH en 2016. Donc, il est nécessaire à ce que celui-ci puisse se former sur le module de base lié au dossier administratif des agents et de l'organigramme. Ça coûte cher. Hein. 790 €. Bon, Cette mais nous formation devons. est donc dispensée le 8 et 9 mars à Paris par le groupe Cyril. Maintenant, donc on doit voter, bien évidemment, mais ça rentre dans le cadre de la formation du personnel. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Encore des transferts, ne serait-ce qu'une personne pour être à niveau de la manipulation du programme, c'est 800 €. Donc, forcément, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas d'avis contraire. Eh bien, je vous remercie. Modification du tableau des effectifs, filière animation. Alors là, prise en compte de la fin des contrats uniques. Alors, suite aux mesures gouvernementales actuelles sur les contrats uniques d'insertion, qui ne nous ont pas permis de renouveler le contrat d'un agent en assurant les fonctions d'animateur périscolaire au service d'éducation jeunesse. Donc, pour assurer cette continuité de service, nous avons proposé à ce même agent d'être recruté en CDD jusqu'à la fin de l'année scolaire sur le poste de référent. Donc, c'est un 14 heures semaine. Et pour nous, c'était plus facile de proposer un CDD à cet agent que de reprendre un nouvel agent. Et ne pas les voilà. C'est déjà le fonctionnement. Ça nous met dans une situation, et en contrat unique, on n'en avait plus beaucoup, on avait été un peu visionnaire là-dessus. Il nous en restait combien? Là, il nous en reste 11. Voilà, 11 il nous en reste 11. Termine cette année. Voilà. Dans les mois. Situation lamentable. Mais nous avons les nouveaux contrats PEC qui arrivent. PEC, PEC. Parcours emploi compétences. Ils sont quand même plus compliqués que les CUI. Parce que les CUI, on pouvait aller jusqu'à 2 ans. Là, le maximum, c'est 1 an. Et la prise en charge est moins élevée. Et mais il y en a il y a un projet à mettre en place. Si le projet ne répond pas à Pôle emploi, la personne ne pourra pas rentrer en PEC. Donc Caroline a déjà eu une première réunion avec les services et monsieur le directeur de Pôle emploi. On ne va pas parler d'espoir, mais de volonté quand même de la municipalité d'essayer de sauver le plus possible cet emploi, quoique le chiffre est limité Sachant à 1000. 1000 sur le Valenciennois. Donc Pôle emploi était clair. Hein. En juin, il peut déjà nous dire les 1000 sont pris. C'est sur le Valenciennois. Donc on y travaille déjà la première semaine de mars pour pouvoir en bénéficier. Et sauver nos gars. Bon, alors là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord aussi, mais on se doit de voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, merci.
Alors, mise à jour du document unique, ça c'est encore une obligation et on va passer par le centre de gestion pour bénéficier d'un tarif préférentiel. Alors, pour permettre de remplir notre obligation, comme le prévoit le décret 2001-2016 sur l'évaluation des risques professionnels, le centre de gestion interviendra donc en mai 2018 pour mettre à jour le document unique après avoir fait le tour des services pour nous proposer des mesures de prévention permettant d'éliminer et ou de réduire les risques et améliorer les conditions de travail. Donc cette intervention représente un coût, évidemment. Donc un coût de 1 625 € pour la mission d'inspection conseil et 1 000 € pour analyse et synthèse et écriture du rapport, pour un total de 2 625 €. Voilà. Normalement, ce coût de prestation est plutôt de l'ordre de 6 000 €, mais comme c'est, on va dire, une mutualisation via le centre de gestion, on bénéficie d'un prix de groupe, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est encore une chose, le document unique est un document obligatoire. Donc, nous allons voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Enfin, nous allons passer au dernier pavé, service éducation jeunesse. Fabienne, en ce qui concerne la majoration du tarif. Oui, alors cette délibération concerne la pause méridienne, plus connue sous le nom de cantine scolaire. Il faut savoir que lors des derniers conseils municipaux, nous avions mis en avant notre volonté d'aider les familles en difficulté, de les accompagner du fait de leurs problèmes financiers. Mais là, on se retrouve à un autre cas de figure. Le cas de figure est le problème des inscriptions. Ce qui veut dire que toutes les familles, il faut le savoir, qu'elles doivent signer un règlement de fonctionnement sur les inscriptions. Il est de bien demander à ces familles que la réservation se fasse la semaine précédente. L'annulation d'une réservation reste possible 24 heures à l'avance. Bien évidemment, seul un titre de médecin annulera la facturation du service. Il s'avère au jour d'aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de réservations tardives, voire inexistantes. On va dire quand même sur une minorité de parents, parce qu'il y a quand même beaucoup de parents qui s'impliquent dans le repas de leurs enfants, qui est très important pour eux. Et là, on se rend compte qu'on se voit avec des enfants qui ne sont pas inscrits à la cantine scolaire, qui ne sont plus sous la responsabilité de l'enseignant et qui ne peuvent pas être non plus sous la responsabilité de l'encadrant, donc de l'animateur. La réglementation, on va dire, officielle serait de confier l'enfant à la police municipale. C'est pas du tout notre volonté. Ça fait quand même un petit peu peur pour un petit bout de chou. On commence par bien évidemment appeler les parents pour leur demander s'ils comptent arriver, s'ils sont en retard. Et les 3/4 du temps, il n'y a pas de réponse, ce qui pose de gros problèmes, de gros soucis d'organisation au niveau de la régie et au niveau des équipes d'animation, qui sont bien évidemment soumises à une réglementation de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. De ce fait, la décision a été prise de majorer d'1 € la tarification de la pause méridienne pour toutes les réservations qui ne seraient pas faites 24 heures à l'avance. C'est vraiment 1 € symbolique, malgré nos courriers, malgré nos rencontres avec ces familles qui sont souvent les mêmes. Ça ne change pas, donc on va voir si malheureusement une petite majoration pourrait les faire réagir. Merci Fabienne. Donc, comme à chaque fois, on va voter en espérant que ce petit malus, si on peut l'appeler ainsi, fera réfléchir les personnes sur le devenir de leur enfant entre les midis qui parfois nous inquiètent. Bien, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Le conseil municipal, l'ordre du jour est épuisé, mais il y a 2 déclarations à faire. J'ai une déclaration à faire qui est importante. À partir de la vacance temporaire au 1er mars du poste de directeur général des services, et dans l'intérêt d'assurer la continuité du service public, c'est notre devoir de continuer le service public, Madame Wathelet-Sylviane, attachée territoriale principale, actuellement directrice des finances,
assurera la coordination des services. Ce, dans le cas du respect de l'ordre hiérarchique décroissant et dans l'attente du recrutement d'un nouveau DGS. Voilà l'information que je voulais donner. La continuité du service public, c'est notre préoccupation première. Bien évidemment, c'est une information, nous n'avons pas à la voter. Nous reviendrons prochainement vers vous pour la continuité de l'action au sein de la collectivité. Monsieur David Bustin, vous avez une intervention à faire au nom de notre groupe. Oui, monsieur le maire. Au nom de l'ensemble du groupe et je pense plus largement au nom des citoyens, je voulais qu'on ait une pensée pour Ascoval. Vous avez suivi les épisodes de ce qui s'est passé dernièrement avec un accord de l'État. Alors je pèse mes mots parce qu'aujourd'hui nous attendons avec impatience et j'ai une pensée pour les gens d'Ascoval qui ont pris le train aujourd'hui et qui demain connaîtront leur avenir auprès du tribunal correctionnel demain matin sur leur avenir, sur l'existence même d'Ascoval. L'État s'est engagé auprès de différents partenaires. Je pense que tout le monde, quelles que soient les connotations politiques, fonctions ou autres, a essayé au maximum de soutenir. Et je souhaitais de nouveau apporter notre soutien comme on l'a déjà fait, comme d'autres villes l'ont fait et vont, j'espère, se succéder au sein de leurs conseils municipaux respectifs et être très attentifs à ce qui va se passer demain matin. Plusieurs possibilités. Le plan proposé par l'État est retenu et on aura un recul ou un regard d'un an, même si un an c'est très court dans ce monde économique. Deuxième solution, c'est recaler, c'est une catastrophe parce que c'est 299 salariés avec toutes les familles, c'est environ 1500 emplois induits avec les sous-traitants. C'est une économie bouleversée sur un territoire qui a déjà suffisamment souffert, sans compter l'avenir du site. Et la troisième solution, c'est peut-être un report ou un complément d'information. Donc voilà, juste un message de soutien et dire qu'on croise les doigts pour eux, tout simplement, et espérer que ça se passe bien pour demain. Merci. Merci de l'intervention. Messieurs, dames, le conseil municipal est terminé. Je vous demanderai de bien vouloir vous rapprocher de Sylviane, mais ça, je sais que vous le faites avec plaisir, surtout vous, messieurs, pour signer les différents documents. Et puis, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour ceux qui restent, eh bien, je leur souhaite de bonnes vacances quand même. Voilà, merci à tous, merci de votre présence. Merci, messieurs, dames.